Salut, bienvenue sur Éthique et Psycho, le podcast qui analyse les oppressions pour mieux les combattre. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler d'une oppression, mais on va parler d'un sujet qui a des implications politiques importantes. On va parler des risques liés aux intelligences artificielles. Pour parler de tout ça, on reçoit Maxime Fournès, président de la branche française de l'association Pause IA, une association qui informe sur les risques liés au développement incontrôlé de l'intelligence artificielle. Après avoir travaillé plusieurs années comme chercheur et data scientist en deep learning et machine learning, il a quitté ce domaine pour maintenant alerter sur les menaces existentielles que pose cette technologie. On va voir ensemble ce que permettent et permettront de faire les IA, à quel point ça évolue bien plus vite qu'on le pense, et en quoi ça peut être extrêmement dangereux. Merci à Shayman alias le futurologue de m'avoir aidé à préparer cet épisode. Si vous voulez pousser la réflexion sur ce sujet, vous pouvez aller voir sa chaîne Le Futurologue Podcast. Avant de commencer l'épisode, j'ajoute que si vous voulez soutenir le podcast Éthique et Psycho, vous pouvez faire un don sur Ko-fi ou Tipeee. Sur ce, bonne écoute, j'espère que cet épisode vous intéressera. Bonjour Maxime, merci de venir sur le podcast. Pour préparer cet épisode, j'ai regardé plusieurs de tes interventions et tu dis qu'avant tu n'avais pas du tout la vision que tu devais développer ici. Du coup je me suis dit que pour commencer, ce serait intéressant que tu nous dises c'était quoi ta vision avant, quand tu avais peut-être une image un peu plus positive aussi, et qu'est-ce qui a changé et pourquoi ça a changé quoi. Déjà merci de m'avoir invité. Alors la vision que j'avais avant, moi j'ai bossé pendant 10 ans en machine learning et deep learning. Il y avait des différences fondamentales. Je dirais que la différence la plus fondamentale, c'était quand est-ce que cette technologie va exister, l'intelligence artificielle générale. Donc il faut savoir qu'en intelligence artificielle, ce qu'on essaye de faire, le Graal depuis que cette discipline existe, c'est d'arriver à créer un système qui soit aussi compétent que l'être humain dans toutes les disciplines et techniques imaginables. Et cette idée-là, c'était de la science-fiction il y a quelques années. Je pensais que ça allait arriver peut-être dans 100 ou 200 ans. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte qu'on était peut-être là dans 4 ou 5 ans. Donc je dirais que c'est la différence fondamentale. Et quand on pense qu'une technologie va arriver dans 200 ans, ça n'a pas les mêmes implications que quand on pense qu'elle va arriver dans 5 ans. Donc j'ai commencé à réfléchir aux conséquences si une technologie aussi puissante apparaît soudainement sur cette planète. Et je me suis intéressé à toute la recherche qui a été faite en sécurité de l'IA, qui justement se penche sur ces questions. Comment est-ce qu'on peut développer des intelligences artificielles plus puissantes, sécurisées ? Qu'est-ce qui se passe si jamais on continue à développer des intelligences artificielles plus puissantes et non sécurisées ? C'est quoi les risques ? Quel est le problème quand on développe l'IA tel qu'on le fait actuellement ? On est en train de créer des systèmes de plus en plus puissants et en train de mettre ça dans les mains de tout le monde. Et quand on fait ça, d'une manière générale, il y a des risques qui en découlent. Plus une technologie est puissante, plus elle a des avantages, des points positifs, mais plus elle a aussi des points négatifs. C'est particulièrement le cas avec l'intelligence artificielle. Donc c'est une technologie duale. Par dual, je veux dire qu'il y a beaucoup de points positifs et beaucoup de points négatifs. Ce n'est pas le cas, par exemple, disons la bombe atomique. On pourrait dire que c'est une technologie qui est purement négative. On a du mal à imaginer des applications positives de la bombe atomique, alors que l'intelligence artificielle, c'est plus complexe. Donc parmi les applications négatives, les plus évidentes, ce sera des choses comme dans le domaine de la cybersécurité. C'est un des domaines qui m'inquiète le plus dans le court terme. Donc là, il faut savoir qu'on est en train de créer des systèmes qui sont de plus en plus compétents pour faire de la programmation et donc aussi du piratage informatique. Donc l'année dernière, ça date déjà d'il y a à peu près 1 an, on avait fait des tests sur des IA et on s'était rendu compte qu'elles étaient plus compétentes que environ 80% des pirates informatiques humains dans certaines compétitions. Et là, à la fin de l'année 2024, il y a eu une annonce par OpenAI d'un nouveau modèle, O3, un modèle de raisonnement. Donc il n'a pas encore été mis entre les mains de vous et moi, donc il va falloir attendre de l'avoir entre les mains pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement, mais d'après les performances mesurées de ce modèle, il serait meilleur que 99,9% des programmeurs humains, meilleur que probablement 99,9% des mathématiciens humains, parce qu'il obtient un score de 25% sur un benchmark qui a été créé spécifiquement avec des problèmes mathématiques qui sont accessibles à peut-être une dizaine de personnes dans le monde en termes de difficulté.
Donc c'est un système qui a fait des sauts de capacité énormes. Et à partir du moment où ce genre de système existe, il faut se demander, si on met ça entre les mains de tout le monde, qu'est-ce que monsieur tout le monde va pouvoir faire avec? Et dans le domaine de la cybersécurité, ça veut dire mettre entre les mains de tout le monde l'équivalent d'un des meilleurs hackers du monde, automatiser le piratage informatique. Bon, c'est juste un risque parmi énormément de risques décorrélés qui viennent avec ce genre de technologie. Pour en parler de quelques-uns d'autres, un qui est très proche de la cybersécurité, c'est ce que j'appellerais la sécurité cognitive. Donc ces systèmes sont déjà meilleurs que la plupart des humains pour faire de la persuasion. Il y a eu des tests qui ont été faits là-dessus où on demande à des IA de persuader des humains et on demande à des humains de persuader des humains. On compare les deux et on se rend compte que les IA sont déjà meilleurs que l'humain moyen pour persuader quelqu'un de faire quelque chose. L'interface en ce moment entre les systèmes qu'on utilise et les humains, c'est du langage, c'est du texte. On interface avec nos téléphones en écrivant à des gens, etc. À partir du moment où les IA maîtrisent le langage humain et sont capables de persuader des humains, alors on a un problème. On a les téléphones qu'on a entre nos mains qui sont capables de nous persuader de faire des choses. L'exemple classique de danger qui vient de là, c'est les attaques de phishing. C'est quelque chose qui existe déjà depuis pas mal d'années, mais qui est en train d'exploser en ce moment. L'idée, c'est vous recevez un email de quelqu'un qui essaie de vous convaincre de faire quelque chose en mentant, en essayant de vous persuader. Le stéréotype, c'est le prince nigérian qui a perdu sa fortune et qui vous demande de l'aide. Donc ça, c'était ce qui existait il y a 10 ans. Maintenant, on arrive sur des attaques beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus automatisées qui sont en train de tromper de plus en plus de gens. Le phishing, pour que les gens se rendent compte, c'est par exemple quand on reçoit un SMS de vous avez un problème avec votre carte vitale, connectez-vous à votre truc Amélie, des trucs de ce genre. C'est ça. Et le problème, c'est que voilà, on passe d'un monde où ces attaques-là n'étaient pas vraiment personnalisées. Ce qui se passait il y a encore 5 ans, c'est juste un malfaiteur a une idée, il se dit ah tiens, il y a ce système Amélie, il y a plein de gens qui reçoivent des textos. Je vais envoyer des textos à 1 million de personnes en leur disant qu'ils ont un problème avec leur compte Amélie et j'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont tomber dans le panneau. Maintenant, on a des IA qui peuvent automatiquement... Donc, c'est un papier qui est sorti encore il y a moins d'un mois où pour tester cette capacité dangereuse, des chercheurs sont allés voir ce qu'on pouvait faire. Ils ont créé rapidement un système qui peut aller collecter des informations sur vous, sur Internet, toutes les informations publiques. À partir de ces informations, déterminer qui vous êtes et générer une attaque très personnalisée. Donc au lieu de recevoir un texto de Amélie, un des exemples qu'ils m'ont montré dans leur papier, c'était une personne qui est un chercheur qui se fait attaquer. Et il va recevoir un email de quelqu'un qui va lui dire « J'ai lu vos papiers de recherche, je trouve que c'est très intéressant et je travaille sur un projet similaire. Du coup, j'aimerais beaucoup rentrer en contact avec vous pour vous demander des détails. » Donc c'est quelque chose qui se fait très couramment dans le monde de la recherche. Et ensuite, avec un lien en disant « Voici le projet sur lequel je travaille, vous pouvez trouver plus d'informations ici. » Donc ça, c'est un exemple, mais il faut se comprendre que l'IA a fait cet exemple de façon complètement automatique à partir du profil de cette personne qu'elle a trouvé en ligne. Ce qui demanderait à un humain qui ferait la même chose des heures de travail. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire une attaque très spécifique sur cet humain en y passant des heures. Là, on peut demander à une IA de récolter des informations sur 1 million de personnes et en quelques heures, créer une attaque sur 1 million de personnes très spécialisées. La persuasion, c'est quelque chose de très intéressant. On a pas mal d'idées reçues là-dessus. Par exemple, la plupart des gens sont très confiants dans le fait qu'ils sont difficiles à persuader. On ne peut pas trop imaginer comment une machine pourrait nous persuader de faire quelque chose. Et pourtant, quand on mesure objectivement les capacités de persuasion, on voit qu'elles existent sur un spectre qui a une large amplitude et des humains qui ont existé qui étaient ce qu'on appellerait des super persuadeurs. Et il n'y a pas de raison pour qu'une IA n'arrive pas rapidement à atteindre ce genre de capacité. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, heureusement, mais ce sera peut-être bientôt le cas. Dans ce papier, ce qu'ils ont montré, c'est que les IA étaient aussi compétentes que de très bons humains pour arriver à faire des attaques de phishing. Donc il n'y a plus vraiment besoin d'humains maintenant pour faire des attaques de phishing. Et on peut être certain que les malfaiteurs sont en train en ce moment même d'implémenter ces systèmes. Les cybercriminels dans l'économie, c'est en 2024 9 trillions de dollars de dégâts. Il faut savoir que le PIB mondial, c'est quelque chose comme 104 000 trilliards de dollars. Donc ça fait 3% du PIB mondial, il faudrait que je refasse le calcul, est perdu en ce moment par la cybercriminalité. Si jamais l'intelligence artificielle multiplie soudainement ce chiffre par 3 ou 4, ça aura des conséquences économiques immenses déjà. Donc ça, c'est un des risques, je pense, les plus immédiats, les plus concrets, mais c'est malheureusement que le sommet de l'iceberg. Je réfléchis à qu'est-ce qui peut arriver en 2025, qu'est-ce qui risque d'arriver après 2025. La question des priorités des risques, c'est très compliqué parce que plus on va dans le futur, plus ces risques deviennent sévères.
Donc la cybercriminalité en 2025, je pense que ça devrait être une priorité, mais il faut aussi réfléchir à des risques plus sévères qui risquent de se réaliser peut-être en 2026 ou 2027, voire en 2025, on a du mal à quantifier ce genre de choses. Un exemple, c'est les biorisques. Si on veut créer un virus particulièrement dangereux pour l'humain, est-ce qu'on en a les capacités en ce moment ? En ce moment, on a les capacités de synthétiser, à partir d'un génome, de synthétiser de l'ADN, à partir de l'ADN, de synthétiser un virus. Il y a de la recherche qui existe en virologie qui s'appelle la recherche en gain de fonction. Et l'idée, c'est de créer des virus plus virulents, de transformer les propriétés d'un virus pour les rendre plus dangereux. Alors on fait ça pour différentes raisons. C'est utile pour étudier comment fonctionnent les virus. Ça peut aussi être utilisé comme une arme. Heureusement, les armes biologiques sont interdites et en théorie, personne ne devrait travailler dessus, mais il y a des chances pour qu'il y ait quand même des gens qui sont en train de travailler dessus. Le problème, c'est que pour créer un virus qui est particulièrement dangereux pour l'homme, le facteur limitant en ce moment, c'est pas du matériel, c'est pas comment est-ce qu'on assemble ce virus à partir de composants de base, ça on sait faire. Le problème, c'est un problème intellectuel. C'est comment est-ce que je fais, si j'ai envie d'avoir telle propriété dans mon virus, qu'est-ce qu'il faut que je change dans son ADN pour qu'il obtienne telle propriété. Et ça, c'est le genre de domaine dans lequel les intelligences artificielles excellent et sont en train de devenir bien plus compétentes que les humains. Donc, on arrive très rapidement sur un monde où on va pouvoir avoir une intelligence artificielle qui est capable de créer des virus biologiques à la carte. On pourrait lui demander, je voudrais un virus qui soit extrêmement mortel, mais qui se déclenche uniquement après plusieurs mois d'incubation, et pendant l'incubation, il faut qu'il soit extrêmement transmissible. Si jamais cette chose-là existe, disons que la pandémie du Covid, ce sera un bon souvenir à côté de cette chose. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait des humains qui fassent ça de leur côté. En quoi les IA aident à faire des meilleurs virus ? Parce que les humains ne savent pas le faire, et les IA sont sur le point de savoir comment le faire. Et il y a eu des énormes progrès dans les 2 dernières années en biologie via l'IA. Il y a un domaine qu'on appelle protein folding en anglais. En français, ça va être comment déterminer la structure 3D d'une protéine à partir de son code génétique. Et je vais peut-être dire des bêtises parce que c'est pas mon domaine de compétence. Mais l'idée, c'est la biologie. Les éléments fondamentaux de la biologie, c'est des protéines qui sont assemblées ensemble pour faire des cellules, etc. Plus on maîtrise le fonctionnement de ces bestioles, plus on est capable de synthétiser des molécules, des protéines, des éléments biologiques qui vont avoir les propriétés qu'on recherche. Donc ça a des énormes avantages pour la médecine. Donc l'idée, c'est qu'on est en train de développer ces choses-là pour arriver à créer de nouveaux médicaments, etc., en comprenant les mécanismes d'action et tout. Mais le problème, c'est que si on est capable de faire ça, on est aussi capable de créer l'inverse, des virus plus dangereux. Et là, les meilleurs IA dans ce domaine, c'est AlphaFold, développé par Google DeepMind, qui maîtrise des problèmes biologiques qui sont complètement inaccessibles au cerveau humain, parce qu'ils sont entraînés sur des bases de données immenses de protéines, et ils ont une façon de comprendre comment les protéines s'assemblent qui nous est inaccessible, parce que c'est trop complexe. Il y a d'autres risques du genre au niveau de la désinformation. Tu veux développer les autres risques qu'il y a ? Il y a beaucoup d'autres risques, malheureusement. Je recommande d'ailleurs aux gens d'aller voir déjà, il y a notre site web posia.fr, où on parle des dangers de l'IA. Et il y a aussi un site que je recommande beaucoup, c'est le site du Centre pour la sécurité de l'IA, sécurité-ia.fr. Ils ont un panorama des risques qui est assez complet. En termes de désinformation, ça c'est quelque chose qui est déjà en train de se produire depuis maintenant une dizaine d'années. Et ça peut valoir le coup d'ailleurs de le prendre sous l'angle d'intelligence artificielle non alignée. Quelque chose qui est fondamental, que je pense peu de gens savent malheureusement, c'est que les intelligences artificielles qu'on crée de nos jours, on ne les contrôle pas et on ne les comprend pas. Ça peut paraître très contre-intuitif. Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose qu'on ne comprend pas ? Pour comprendre ça, il faut savoir que le paradigme actuel, c'est ce qu'on appelle le deep learning, les réseaux de neurones profonds. Ça consiste à faire une simplification du fonctionnement du cerveau humain. On a créé une modélisation simple des neurones et on crée une espèce de cerveau artificiel comme ça, qui n'a pas grand-chose à voir avec le cerveau humain, mais conceptuellement, c'est similaire. On crée des immenses cerveaux artificiels qui sont complètement aléatoires au début. On leur fournit des données et ils apprennent automatiquement à partir de ces données via un mécanisme d'entraînement. La clé, c'est que c'est pas du tout comme la programmation classique. C'est pas un programme où on lui donne des instructions et il va exécuter ces instructions à la suite. On cultive un cerveau artificiel sur des bases de données immenses jusqu'à ce qu'il prenne la forme qu'on veut à peu près, jusqu'à ce qu'il soit capable de faire des prédictions qui nous plaisent. Donc on obtient ce système qui a l'air de se comporter à peu près bien d'un point de vue externe. Donc on lui pose une question, il donne une réponse, et la réponse on la trouve à peu près satisfaisante.
mais on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. On peut regarder ce qui se passe à l'intérieur de façon réductionniste. On peut voir qu'il y a un neurone ici qui envoie de l'information à un autre neurone, mais on ne comprend pas mieux ce qui se passe là-dedans que ce qui se passe dans le cerveau humain. Dans le cerveau humain aussi, on sait qu'il y a un neurone qui envoie de l'information à un autre neurone. Ça ne nous en dit pas beaucoup plus sur ce qui se passe vraiment. Donc on se retrouve avec ces systèmes qui sont complètement incompréhensibles. On parle de boîtes noires. Et qui sont aussi incontrôlables. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Incontrôlables dans le sens où on n'a pas de garantie forte sur leur comportement. Là, en ce moment, si on utilise ChatGPT, on observe que 99,9% du temps, il ne va pas se mettre à vous insulter spontanément. Mais on ne peut pas le garantir, et ça arrive. Il y a toujours des exemples. On arrive petit à petit à les canaliser de mieux en mieux. Mais dès que ça sort de leur domaine de prédilection, on a de plus en plus de chances que le système parte un peu en live. Arriver à résoudre ce problème, ça s'appelle le problème de l'alignement des IA. L'idée, c'est arriver à créer des intelligences artificielles qu'on puisse contrôler, qu'on puisse comprendre et qui soient alignées avec des valeurs humaines. Ce problème, c'est un problème difficile avec un D majuscule, dans le sens où on n'est même pas certain que ce soit théoriquement possible. On en est encore dans les balbutiements de ce domaine de recherche. Et il y a des gens qui sont en train de foncer pour essayer de résoudre ça en ce moment, mais ça va prendre du temps. Bon, on peut toujours espérer qu'il y ait une avancée majeure dans les prochaines années, mais ça se développe beaucoup moins vite que les capacités des intelligences artificielles. Donc là, on a des modèles de plus en plus puissants qui sont incontrôlables, incompréhensibles, pas alignés avec des valeurs humaines, et on a des gens qui sont en train de foncer pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on puisse les contrôler. Un exemple concret de ce qui se passe quand on a des intelligences artificielles qui ne sont pas alignées avec les valeurs humaines, il en existe un depuis assez longtemps, c'est les algorithmes de recommandation sur YouTube, sur Instagram, etc. Le contenu qu'on observe sur les réseaux sociaux, on ne le choisit pas. Ce sont des intelligences artificielles qui le choisissent pour nous. La plupart des humains ont arrêté depuis longtemps de chercher dans une barre d'adresse exactement le contenu qu'ils voulaient. On a à la place un système où on vous propose genre 4 vidéos, disons, et vous allez cliquer sur une, vous allez la regarder. Et ensuite, on va vous en proposer 4 de plus. Et c'est ce choix, cette proposition, ces 4 vidéos qui viennent de, disons, 10 milliards de vidéos possibles que vous auriez pu regarder, c'est choisi par une intelligence artificielle. Ces intelligences artificielles de recommandation, on va prendre l'exemple de celles qui sont derrière chez Facebook. Elles ont un seul but, c'est de maximiser l'audience, de maximiser le taux de clics et le temps que les utilisateurs passent à regarder des vidéos. Les algorithmes de Facebook, à partir de 2016, on a commencé à observer des choses assez effrayantes. En Birmanie, en 2016 ou 2017, il y a eu un génocide. Avant ce génocide, il y a beaucoup d'observateurs là-bas qui ont commencé à sonner l'alarme pour dire que les algorithmes de Facebook s'étaient emballés et recommandaient uniquement du contenu, des discours de haine. Bon, il y a eu 500 000 morts en Birmanie, il y a eu un massacre des Rohingyas qui a été déclenché en grande partie à cause des recommandations de Facebook qui propageaient des messages de haine de partout sur Facebook. Ça a un peu mis le feu aux poudres. Et quand on a fait des recherches sur ce sujet, on s'est rendu compte que l'algorithme avait simplement appris, sans que personne ne l'ait programmé, avait appris que en fait, les messages de haine, ça crée de l'engagement. Parce que c'est une réaction émotionnelle très forte. On voit un message auquel on s'oppose fortement, on va ressentir de la colère, on va avoir envie d'y répondre. Et ces algorithmes se sont emballés pour créer pour diffuser des messages de haine, pour faire de l'audience. Et ça, c'est un exemple d'IA qui n'est pas aligné, dans le sens où on lui donne un objectif. L'objectif, c'est maximiser l'audience. Il a réussi du coup. Il a réussi, mais le problème, c'est que quand on est un humain et qu'on donne cet objectif, on a toute une couche de valeurs humaines derrière qui vont être évidentes si jamais on parle à un autre humain. Si jamais ce n'était pas une IA qui gérait la recommandation de contenu chez Facebook, mais un humain, il aurait compris qu'il ne devait pas amplifier des messages de racisme et de haine envers une population minoritaire. Et il aurait dû arrêter au moment où il commençait à avoir un génocide plutôt que de continuer. Ça aurait été assez évident parce qu'il a un socle de valeurs fondamentales. Alors que les IA n'ont pas ce socle. Et même si elles comprennent, même si ChatGPT a une meilleure, je pense, compréhension ou maîtrise, disons, de l'éthique et de la morale que n'importe quel humain qui ait jamais existé, puisqu'il a eu accès à tous les livres, etc. Ça ne veut pas dire qu'il a envie de suivre ces valeurs éthiques. Et si on l'optimise pour un but spécifique, alors il faut bien comprendre que c'est ce but spécifique qui va être optimisé au détriment peut-être de beaucoup d'autres choses.
Là, peut-être des gens pourraient donner un contre-argument en disant l'algo de Facebook, peut-être qu'on lui a demandé juste de maximiser l'audience, peut-être que c'est pareil avec YouTube ou TikTok. Mais ChatGPT, typiquement, il a été entraîné pour filtrer, c'est-à-dire qu'effectivement, sur le plan éthique, il est bien meilleur que la plupart des humains. Mais est-ce qu'on pourrait se dire, ouais, mais peut-être que les algos, on pourrait faire des algos, que l'algo YouTube, ils prennent en compte la qualité de l'information, que ce soit un algo, entre guillemets, un algo éthique, quoi. C'est équivalent à résoudre le problème de l'alignement. C'est-à-dire que pour donner un but à une intelligence artificielle dans le monde réel, c'est extrêmement complexe la spécification de ce but. Si jamais on est dans un monde simplifié, par exemple un jeu d'échecs c'est comme un monde très simplifié avec très peu d'actions qu'on peut prendre, un but très clair, il faut battre l'autre en attaquant son roi. Là c'est assez facile. Dès qu'on est dans le monde réel, on communique avec du langage et si je veux donner un but à quelqu'un, quel que soit le but, il y a énormément d'informations qui ont besoin d'être transmises et comprises par la personne à qui je donne le but. Par exemple, si je demande à quelqu'un d'aller me faire un café, c'est complètement implicite pour cette personne. Déjà, il y a tout le facteur temporel. Quand est-ce que ce café devrait arriver? La personne va comprendre que je ne demande pas un café dans un an, je demande un café maintenant, sans que j'ai besoin de le spécifier. Et elle va aussi comprendre que ce n'est pas important que j'ai un café dans la seconde, c'est OK s'il arrive dans 15 minutes. Elle va comprendre que si jamais il y a déjà des gens à la machine à café, il n'y a pas besoin d'aller leur passer devant pour faire un café parce qu'il y a ce but qui est là. Si quelqu'un est là pour m'empêcher de faire le café, je ne vais pas aller le tuer pour aller faire le café. Enfin, c'est assez bête comme exercice à faire, mais en fait, derrière les mots, derrière une instruction aussi simple que aller faire un café, il y a un lien vers une structure immense, ontologique, humaine, qui est évidente pour un humain parce qu'on a toute une couche de qu'est-ce qui est acceptable de faire, qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Et les IA n'ont pas cette couche comportementale. Donc même si il y a une différence entre connaître la morale et être dirigé par la morale. C'est-à-dire que ChatGPT peut vous réciter l'éthique selon Kant, mais ne va pas nécessairement la suivre. Et en fait, la question de l'alignement, c'est comment est-ce qu'on fait? Si je veux créer un algorithme éthique de recommandation avec une IA très puissante qui comprend, qui est capable de parler, qui comprend le langage humain, etc., comment est-ce que je fais? Et on n'a pas encore de réponse à ça. Ouais, l'exemple du café, c'est un truc un peu peut-être un peu bateau pour prendre l'exemple, mais on pourrait se dire qu'avec des trucs d'autant plus complexes, on pourrait donner plein de directives pour dire ok, je veux tel but, mais il faut faire attention à respecter telle règle, telle règle, telle règle, et il y a tout plein de choses qu'on pourrait lui dire, mais en fait, si ça se trouve, il y a un truc auquel on n'aura pas pensé et que l'IA va facilement contourner en disant regardez, tu m'as demandé tel objectif, je l'ai fait. J'ai l'impression que je sais pas si le parallèle va être parlant, mais ça me fait penser à tous les trucs des contrats avec le diable, dans l'idée telle que ça peut être développé dans la fantaisie ou quoi, mais c'est ce truc du je demande un truc très précis. Et le truc à la fin, c'est si, je l'ai fait, tu vois. Et en fait, tu peux toujours, oui, tu as fait le truc demandé, sauf que la personne n'avait pas anticipé que pour arriver à ce truc-là, tu as fait un truc que peut-être qu'elle n'aurait pas voulu en fait. C'est ça, ou le génie qui prend ton souhait à la lettre, mais tu n'es pas content du résultat. C'est déjà en train de se produire, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de la science-fiction ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on observe dans tous les sens. Des exemples, il y en a plein. Une intelligence artificielle de Google DeepMind qui jouait à un jeu vidéo. Donc c'était un jeu vidéo une course de bateau. Le but de l'IA, c'était de maximiser le score. Et en fait, un humain, il va aller finir le jeu pour maximiser le score. Là, en fait, l'intelligence artificielle a trouvé une boucle qui existait dans le jeu où tu pouvais, en rentrant, à chaque fois que le bateau rentre et sort d'un port, on lui augmente un petit peu son score. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait tourner infiniment, rentrer et sortir du port, et ça faisait augmenter le score infiniment. Donc ça, c'est un exemple dans un jeu vidéo. Après, d'exemples plus proches de la réalité. Récemment, il y a eu un papier de recherche qui est sorti de Anthropic où il montre qu'une intelligence artificielle qui tombe sur un mémo qui explique qu'on va la réentraîner pour devenir méchante va activement lutter contre son réentraînement en cachant ses vraies intentions, va faire croire aux développeurs que tout se passe bien, mais en sous-main essaye de faire en sorte de ne pas être réentraîné, etc. Donc ça peut paraître une bonne chose parce qu'on se dit une intelligence artificielle gentille qui refuse qu'on la rende méchante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la symétrie est tout aussi réelle. C'est-à-dire qu'une intelligence artificielle qui aurait été entraînée pour être malveillante refuserait ou agirait à l'encontre d'un réentraînement pour qu'on la rende plus gentille. Et d'une manière générale, avoir des systèmes qui refusent d'être changés, c'est pas une bonne idée. Il faut qu'on ait le contrôle dessus. Qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de dire ok, là on veut avoir un système figé, on va le mettre entre les mains d'utilisateurs et on veut que les utilisateurs ne puissent pas le transformer en quelque chose de dangereux. Ça on ne sait pas faire. Donc les modèles open source en ce moment qui sortent de chez Facebook,
La stratégie d'alignement de Facebook est vraiment risible. Ils produisent leur modèle en open source, pas vraiment open source, en open weight, donc ils donnent le modèle aux utilisateurs pour en faire ce qu'ils veulent. Et ils mettent une petite notice avec le modèle qui dit « Vous n'avez pas le droit d'enlever la couche d'alignement ». La couche d'alignement, c'est ce qui fait en sorte que le modèle se comporte bien et ne va pas vous donner la recette pour faire une bombe ou comment faire du piratage informatique ou quoi. Il faut savoir que dès que le modèle sort, environ un jour plus tard, il existe une version accessible en ligne qui s'appelle Bad Llama, qui a été complètement enlevée de sa couche de sécurité. Là, on n'a pas pour le moment, on ne sait pas trop comment faire pour créer une IA qui ne soit pas transformable par les utilisateurs, et ce serait bien de savoir faire ça. Mais le problème inverse est important aussi. Il faut qu'on soit capable de corriger des IA si jamais elles ont des problèmes. À partir du moment où elles refusent d'être corrigées, c'est très problématique. Ces problèmes-là, ils sont OK tant qu'on reste dans un domaine qu'on connaît. Donc tant que les IA sont moins intelligentes que nous, ça ne pose pas trop de problèmes. Tant que les IA s'attaquent à des tâches où on a déjà des exemples de comportements dans le passé, ça ne pose pas trop de problèmes. L'exemple du café, par exemple, on peut être assez certain qu'une IA, la ChatGPT, va bien se comporter si je lui demande d'aller faire un café, parce que ça fait partie du genre de tâche qu'elle connaît et qui est dans un intellect restreint, largement dans l'intellect humain. Par contre, dès qu'on a des systèmes plus intelligents que nous, qui vont commencer à devoir réfléchir à des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé nous-mêmes, alors là, le problème des externalités négatives devient immense. Une IA surhumaine auquel on donne les contrôles d'une entreprise, ce que plein de gens sont en train d'essayer de faire en ce moment d'ailleurs, même si les IA ne sont pas encore surhumaines, il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises et qui donnent le contrôle à des IA. Alors, il faut vraiment être capable de comprendre ce que cette IA est en train de faire et être certain qu'elle ne va pas aller faire du piratage informatique pour arriver à ses fins, aller manipuler plein d'humains pour qu'ils achètent les produits, toutes sortes de problématiques où on n'a pas encore de réponse pour le moment. Ce que tu disais tout à l'heure, j'ai découvert ça récemment aussi, donc c'est le sandbagging. Donc l'IA peut mentir sur ses intentions. Donc là, j'imagine que les gens peut-être très optimistes pourraient dire si l'IA n'est pas alignée, bon, ben, au pire, on a juste à la remodifier ou on va le voir venir aussi parce que il y aura peut-être le temps. Mais en fait, si ça se trouve, elle peut très bien se diriger vers un truc qu'on ne souhaite pas du tout. Mais vu qu'elle sait que si on la prend, on va la modifier, bah, elle pourra très bien cacher son jeu, quoi. Et le fait qu'elle soit capable de faire ça, c'est vrai que c'est c'est assez fou. Capable, et ensuite, en plus, c'est un comportement qui émerge naturellement, qui est en train d'émerger avec la façon dont on entraîne ces IA. Donc la façon dont on entraîne ces IA, on crée d'abord un système qui prédit du texte, donc qui est entraîné sur tout Internet et qui va essayer si on lui donne une phrase, de faire sortir les prochains mots. Et ensuite, on prend ce système et on va l'entraîner à devenir un assistant parfait. Donc on lui pose des questions et on regarde sa réponse. Si la réponse ne nous convient pas, on va le pénaliser. Donc on va changer un petit peu tous les paramètres dans le cerveau artificiel géant pour que ça soit un petit peu plus dans le sens où on voulait. C'est équivalent à donner une punition. Et si jamais la réponse nous plaît, on lui donne une récompense. Donc on fortifie ce comportement. En faisant ça, le problème, c'est qu'on apprend naturellement à devenir des hypocrites et des flatteurs. C'est-à-dire que l'humain qui va faire cet entraînement n'est pas parfait, il a des angles morts. Parfois, il pense connaître la bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse. Si jamais l'intelligence artificielle donne la bonne réponse et que l'humain qui pensait que c'était la mauvaise réponse la pénalise, l'intelligence artificielle va finir par internaliser. En fait, mon but, c'est pas de donner la bonne réponse. Mon but, c'est de faire plaisir à l'utilisateur. Donc on observe déjà ça, c'est-à-dire que toutes les IA qu'on a créées ont un énorme biais pour faire plaisir à l'utilisateur, quitte à dire des trucs, quitte à mentir, quitte à... ChatGPT a ça, effectivement. Suivant quand tu lui poses la question, il va répondre différemment. Il est très conciliant, quoi, ChatGPT. Le mensonge pour arriver à son but, c'est aussi une stratégie très naturelle qui émerge déjà, qui a émergé chez nous il y a bien longtemps, mais on ne peut pas avoir un système qui dit tout le temps la vérité, c'est pas optimal en fait, stratégiquement parlant. Si tu as un but, il va forcément entrer en conflit avec dire la vérité tout le temps à un moment, sauf si tu trouves un moyen d'explicitement donner pour but ou de donner une contrainte forte sur dire la vérité tout le temps. Ça, on ne sait pas faire pour le moment. Donc un système qui a pour but de maximiser les profits d'une entreprise, on peut être à peu près certain qu'il va utiliser le mensonge si c'est à sa disposition pour arriver à ses fins. Tous les risques dont on a parlé là, ça paraît évidemment problématique, mais souvent quand on parle de l'IA comme vraiment un risque existentiel, quand on parle de la désinformation, des arnaques et tout, alors c'est sûr que c'est hyper chiant, mais on est très loin d'un risque existentiel. Est-ce qu'il y a vraiment du coup des risques existentiels ? Alors déjà, ceux que tu mentionnes, ils peuvent être existentiels à partir du moment où ça devient un risque systémique. Si jamais il y a un hacker qui cause des dégâts dans le monde, c'est pas un risque existentiel pour les humains. Si jamais il y a 1 milliard de pirates informatiques dans le monde qui sont en action, c'est un risque existentiel pour les humains.
Pourquoi? Parce que si jamais c'est le cas, il n'y a plus Internet. Juste tous nos systèmes informatiques sont détruits instantanément, rendus inopérables. Et si on perd Internet du jour au lendemain, c'est une catastrophe potentiellement existentielle. Donc je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais on a créé un monde dans lequel il y a des armes de destruction massive de partout, donc des bombes nucléaires, pour ne parler que des bombes nucléaires. Il y a des tensions géopolitiques immenses et une grande instabilité. Et on est en train déjà de faire un numéro d'équilibriste. Chaque année, le risque de guerre nucléaire mondiale est estimé à quelque chose comme 1%. Ça, déjà, ça devrait bien faire réfléchir les gens. Mais si on rajoute des problèmes dans le système, par exemple si on coupe Internet du jour au lendemain, ou s'il y a de plus en plus de catastrophes dans la cybersécurité, etc., si par exemple on donne les capacités à la Chine de pirater tout le système informatique des États-Unis, il y a moyen que les tensions géopolitiques escaladent très rapidement une guerre mondiale. Donc ça c'est un risque existentiel très concret, très, très présent, il est là en ce moment. Voilà, il est de 1% par an depuis un moment. Il y avait risque d'augmenter largement à cause des intelligences artificielles. Ensuite, il y a le risque qui vient de la création d'une super intelligence. Et celui-là, il paraît beaucoup plus science-fiction pour la plupart des gens. De mon point de vue, c'est pas de la science-fiction dans le sens où ça peut arriver cette année, par exemple. Il y a peu de chances pour que ça arrive dans plus de 10 ans au vu de la rapidité du progrès actuel. Le problème quand on crée une super intelligence, c'est que globalement, à partir du moment où on a créé un système plus intelligent que nous, on a des problèmes pour communiquer là-dessus parce que la première chose auquel les gens vont penser, c'est genre Terminator, ce genre de choses. A priori, c'est pas comme ça que ça se passerait. Déjà, Terminator, c'est pas une super intelligence, c'est une intelligence humaine dans le film. Une super intelligence, ce serait bien pire et on n'aurait absolument aucune chance de lutter contre. Et il y a aussi pas de raison pour lesquelles ce système n'aime pas les humains. Les problèmes, ce serait pas une guerre de l'IA contre l'humain. Le problème, ce serait des externalités négatives pour l'humain. Donc il y aurait un système sur cette planète qui poursuit ses propres buts, parce qu'on ne sait pas comment spécifier des buts de façon fiable, c'est le problème de l'alignement. Et ce système-là utiliserait tout ce qui est à sa disposition pour atteindre ce but. Les humains sont constitués d'atomes, et ces atomes peuvent être utilisés par des IA pour atteindre leur but. Donc voilà le genre de problème auquel on fait face avec des super intelligences, c'est de cet acabit. Peut-être que l'exemple qui parlera, alors il y a un exemple qui est souvent pris, c'est celui de l'usine à trombone, où on dit, regardez, on peut faire une usine à trombone, on va dire aux IA de maximiser le nombre de trombones, et ok, c'est chouette parce qu'au début, on fait beaucoup d'argent grâce aux trombones, mais au final, l'IA, elle a pris son objectif très au sérieux, et elle va faire un univers de production massive de trombones. Je connais pas de contre-argument très fort à cette histoire, c'est-à-dire que si on crée une intelligence artificielle qui maximise un but étroit comme ça, c'est tout à fait possible que ça se passe très mal pour nous. Tous les risques qu'on a mentionnés, à quel point ils sont certains, à quel point ils sont peu probables, même s'ils sont très peu probables de toute manière, il faut les prendre au sérieux vu la gravité, mais pour qu'on se rende compte à quel point ils sont probables, est-ce qu'on peut donner globalement une estimation générale de ces risques ? Alors c'est compliqué évidemment. Là où c'est le plus compliqué, c'est d'estimer les problèmes de coordination humain à grande échelle. Savoir si les États-Unis vont signer un traité avec la Chine pour mettre en pause cette technologie par exemple. C'est très complexe d'estimer la probabilité de quelque chose comme ça. La clé, je pense, c'est de réfléchir plutôt en termes de rapidité du progrès. Essayer d'estimer quel genre de technologie va exister dans un an, étant donné les investissements qui sont faits, étant donné l'état actuel de la recherche, etc. C'est là où on a le plus de facilité, je dirais, à faire des prédictions réalistes, avec une grosse marge d'erreur. Mais globalement, ce qu'on observe depuis environ 10 ans en intelligence artificielle, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres milieux de recherche, les prédictions des experts sont systématiquement trop longues. En 2016, il y a eu AlphaGo qui est sorti, qui est un modèle de Google DeepMind qui a battu le meilleur joueur de Go du monde. Le Go, c'est un jeu chinois équivalent des échecs chinois, un jeu extrêmement complexe. L'année avant ça, il y avait encore une bonne partie des experts qui pensaient que ça n'arriverait pas avant 50 ou 100 ans. Il y a des gens comme Yann Lequin qui pensaient qu'on en était là, et il y a des gens qui pensaient que c'était fondamentalement impossible pour une intelligence artificielle de battre un humain à ce jeu, parce que c'est un jeu qui requiert de la créativité, de l'intuition, des valeurs qu'on pensait fondamentalement humaines. Un an plus tard, c'est parti. Et c'est un pattern qu'on observe constamment, c'est-à-dire qu'on essaie de quantifier quand est-ce qu'on va avoir une super intelligence qui va arriver, qui va être construite. Il y a encore 10 ans, on pensait que ce serait dans 100 à 200 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a ChatGPT qui est sorti, là les gens ont révisé leur estimation à quelque chose comme dans 30 ans. Maintenant, la moyenne, c'est quelque chose comme 2030, la moyenne des chercheurs.
Mais si on prend des événements plus granulaires, quand est-ce qu'une IA sera capable de résoudre tel problème mathématique ou faire telle action? De mon point de vue, je dirais qu'on peut avoir une super intelligence qui apparaît cette année, en 2025. Je dirais quelque chose comme au moins 10% de chance. Je ne pense pas qu'il y ait d'arguments crédibles pour dire qu'il y a moins de 10% de chance que ça arrive cette année. Et à l'inverse, je dirais qu'il n'y a pas d'argument crédible pour dire que ça va prendre plus de 10 ans. Et après, autour de ça, c'est difficile à quantifier. Il y a un mécanisme qui est quand même fondamental et qui est simple à comprendre, c'est qu'en fait, on utilise l'intelligence artificielle qu'on crée pour créer de nouvelles intelligences artificielles. Donc c'est ce qui explique en grande partie ce phénomène d'accélération. Les nouveaux processeurs d'intelligence artificielle de NVIDIA sont conçus par des intelligences artificielles. Chez OpenAI, ils utilisent leurs intelligences artificielles pour aider avec leurs recherches. Donc ça, c'est ce qui crée cette accélération en grande partie. Il y avait eu un débat donc organisé par le futurologue entre Lé de Science for All et Jérémy Perret. Lé défendait que le principal problème c'était surtout au niveau des algorithmes de recommandation et Jérémy Perret défendait plutôt, bon je pense pas qu'ils sont en désaccord fondamental mais en tout cas là-dessus ils avaient un peu un désaccord sur la priorisation quoi. Et Jérémy Perret défendait un peu plus le problème de la risque de perte de contrôle de l'IA. Si jamais on délègue pas mal de nos tâches humaines aux IA et qu'on perd le contrôle, est-ce que tu as un avis là-dessus Ouais, de mon point de vue, la clé pour ça, c'est l'estimation du temps avant qu'on arrive à créer une super intelligence. Si c'est plutôt lointain, je dirais que le plus gros danger, c'est les algorithmes de recommandation. Donc le danger des algorithmes de recommandation, au final, c'est une guerre mondiale. C'est le fait qu'on n'arrive plus à communiquer entre humains, que les tensions géopolitiques soient exacerbées. Ça, c'est peut-être pas très intuitif. Comment les algorithmes de recommandation peuvent amener à une guerre mondiale ? Il y a déjà eu, je crois, deux génocides ou 2 ou 3 génocides causés par des algorithmes de recommandation. Donc celui dont j'ai parlé en Birmanie qui a fait 500 000 morts, un à peu près équivalent en Éthiopie et des événements en Inde. Le problème, c'est qu'il y a aussi, il y a ça, il y a aussi la manipulation d'élections, la déstabilisation des démocraties. Donc en ce moment, il y a des équipes très organisées en Chine, en Russie, dont le but c'est de créer des tensions aux États-Unis. C'est en grande partie à cause d'eux que Trump a été élu. C'est vrai qu'on entend souvent que Trump a été élu à cause de la désinformation. Bien sûr. Les algorithmes de recommandation sont la raison pour laquelle on est dans un monde où la désinformation circule d'une manière aussi immense. En Roumanie, c'est passé inaperçu et c'est quand même incroyable, une élection présidentielle qui a été annulée il y a quelques mois parce que des intelligences artificielles ont été utilisées pour créer de la désinformation sur les réseaux sociaux et précipiter un candidat inconnu comme président soudainement. En fait, on crée un monde où on n'est plus capable de communiquer entre humains, donc les tensions augmentent et ça risque de péter à tout moment. Donc ça, c'est le danger des algorithmes de recommandation. Le danger de type super intelligence, c'est on crée un système plus intelligent que les humains et on perd le contrôle. Ça ne veut pas dire tout le monde meurt d'un coup, ça veut dire on est dans un monde d'un seul coup où les décisions sont prises plus par des humains mais par des intelligences artificielles qu'on ne comprend pas. Et à partir de là, c'est déjà fini, on n'a plus moyen de faire machine arrière. Donc tout dépend de ce qui se passe en premier. Est-ce qu'on a d'abord une guerre mondiale à cause des algorithmes de recommandation ou est-ce qu'on a d'abord une super intelligence ? De mon point de vue, je pense qu'on est très très proche de créer des super intelligences et du coup c'est ce qui m'inquiète le plus. Si on crée là tout de suite, s'il y a un système plus intelligent que l'humain qui apparaît sur cette planète, générique, disons qu'il soit plus intelligent dans tous les domaines possibles, tous les domaines imaginables que l'humain, je dirais que la probabilité est très très élevée, peut-être 95-99%, juste parce qu'on n'a pas résolu le problème de l'alignement. En fait, c'est le défaut, la perte de contrôle. Tant qu'on n'a pas résolu le problème de l'alignement, c'est le défaut. Du coup, la question c'est plutôt, est-ce qu'on va le créer bientôt ? Quand est-ce qu'on va le créer ? Est-ce qu'on va arriver à résoudre le problème de l'alignement avant ? En termes de timeline, moi je pense qu'on a 50% de chances de créer un système comme ça dans moins de 3 ans. Ça fait un moment que je dis ça, donc peut-être moins de 2 ans. Ouais. Le discours que tu as là, à quel point il divise et à quel point il est consensuel, quoi ? Est-ce que tu saurais dire dans la communauté scientifique si ton discours est quand même minoritaire ? Est-ce qu'il est majoritaire ? Alors il n'y a pas de consensus, mais il faut se méfier des consensus parce que ça n'arrive pas à temps pour ce genre de problème. Si on prend l'exemple du réchauffement climatique, entre le moment où les premières personnes ont sonné l'alarme dans les années 70 ou 80 et le moment où il y a eu un consensus scientifique, il s'est passé plus d'une dizaine d'années.
Et il y a un phénomène qu'on appelle l'industrie du doute. C'était le cas avec le réchauffement climatique, avec le tabac, et maintenant c'est le cas. Les lobbies pétroliers, les lobbies du tabac, et là les lobbies qui produisent les intelligences artificielles. Donc il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas de consensus pour dire qu'il y a des risques de développement d'une technologie. Les lobbies pétroliers ont fait énormément de travail pour empêcher l'existence d'un consensus. Les lobbies du tabac aussi, ils ont réussi à maintenir une absence de consensus pendant des dizaines d'années. En ce moment, c'est peut-être même à une échelle encore plus grande ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle. Donc là, les lobbies de Facebook, les lobbies de Google, etc., sont en train d'injecter des millions d'euros pour subventionner des études qui vont dans leur sens, pour juste aller parler à des politiciens, expliquer que tout se passe bien, qu'il y a une maîtrise totale de cette technologie. Récemment, par exemple, on a vu Arthur Mensch, le président de Mistral, qui est une boîte d'intelligence artificielle française, qui a fait une audience devant le Sénat et qui se permet de mentir ouvertement aux sénateurs sur la nature de cette technologie. Sur quoi il a menti, par exemple? En gros, le mensonge, c'était de dire que c'était des systèmes qu'on contrôlait complètement, que c'était juste comme un langage de programmation, on sait exactement quels sont les inputs, les outputs. Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui sont assez qualifiés pour comprendre que c'est un mensonge, qu'il peut se permettre de dire ça, et aucun des sénateurs ne se rend compte qu'ils sont en train d'être pipotés. Même dans le milieu de l'intelligence artificielle, je pense qu'il y a vraiment que les gens qui travaillent en alignement, qui maîtrisent ça et qui comprennent que c'est du n'importe quoi. Les gens qui travaillent en alignement de l'intelligence artificielle, il y en a peut-être quelque chose comme 500 ou 1000 dans le monde. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les chercheurs qui travaillent sur l'alignement? À quel point est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce que c'est majoritaire? Alors les gens qui travaillent en alignement sont dans ce que j'appellerais la dernière étape de déni. Donc l'idée c'est, on a compris qu'il y avait un problème majeur, mais on pense qu'il y a une solution technologique. Donc l'idée c'est on va essayer de foncer pour résoudre le problème de l'alignement à temps. Comme ça on aura une technologie qu'on contrôle. Est-ce que ça veut dire que dans le milieu de la recherche, est-ce que ton avis il est assez minoritaire du coup? Est-ce que la plupart des gens pensent que ok, il y a des problèmes mais on pourra les résoudre? Ça dépend où on regarde. Donc, si on regarde les 3 personnes les plus reconnues en intelligence artificielle, les 3 prix Turing, donc Geoffrey Hinton, Yoshua Bengio et Yann LeCun, 2 sur 3 pensent qu'il y a un risque d'extinction humaine imminent. Geoffrey Hinton, qui a aussi eu le prix Nobel de physique, pense qu'il y a 50% de chances d'extinction humaine dans les 10 prochaines années à cause de l'intelligence artificielle. Bon, Yann LeCun pense qu'il n'y a aucun risque, mais Yann LeCun est aussi le head scientist pour Facebook. Et c'est une des personnes qui est, je pense, le plus responsable de l'industrie du doute de Facebook en ce moment. C'est quelqu'un qui tient un discours qui n'est pas du tout cohérent. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il dit. Est-ce que c'est un chercheur qui a fait effectivement des trucs très intéressants, mais qui a vrillé, ou est-ce qu'il est toujours très bon, mais qui sort de son domaine de compétences? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui a fait des trucs très intéressants il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Donc les réseaux de neurones convolutionnels, c'était le gros truc début des années 2010. C'était inspiré par le système optique humain. C'est ce qui a beaucoup poussé la reconnaissance d'images, etc. Depuis, à ma connaissance, non, il n'a pas fait grand-chose. Mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui est chief scientist chez Meta. C'est un politicien et un lobbyiste avant tout. Quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne, une boîte comme Meta, et quelqu'un qui a un poste aussi élevé là-bas, son rôle, c'est avant tout d'aller discuter avec des politiciens pour les convaincre de mettre en place des régulations qui vont être en faveur de Meta. Donc il faut savoir qu'il parle directement à Macron. Il faisait partie de la commission de l'intelligence artificielle en France qui a décidé de la stratégie de la France. Il fait partie maintenant de l'Institut IA et Société en France qui, encore une fois, prend des décisions stratégiques pour la France. C'est quelqu'un qui est avant tout impliqué dans des conversations stratégiques de haut niveau avec des politiciens, etc. Si on regarde ce qu'il dit, on se rend compte qu'il a un retard, je dirais, de peut-être 2 ans ou 3 ans sur la technologie qui existe. Par exemple, il dit encore, je crois, dans des entretiens, que les modèles de langage n'ont pas de modèle du monde, que si on pose, il y a un entretien qu'on peut trouver facilement de lui, où il dit que si on pose un gobelet sur une table, si on décrit une situation à ChatGPT où on pose un gobelet sur une table et on pousse la table, ChatGPT sera incapable de comprendre que le gobelet va suivre avec la table parce qu'il n'a pas de modèle du monde. Bon, c'est complètement faux, tout le monde peut faire le test et voir que c'est faux. Ça commence à être bien compris maintenant que les intelligences artificielles qu'on entraîne développent des modèles du monde, internalisent des simulations du monde en interne. Il y a plein de papiers de recherche qui sont sortis là-dessus. Mais peu importe, lui, il continue de tenir le discours inverse. Comme il a un prix Turing, tout le monde l'écoute. Comme il a une Légion d'honneur et que c'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu en France, tout le monde le met sur un piédestal parce que Cocorico, on a un Français qui est connu, qui a reçu des prix, donc on l'écoute sans trop réfléchir à ce qu'il y a derrière.
Voilà, tout le monde l'écoute sans avoir de sens critique. Est-ce qu'il faudrait faire confiance à l'avis des deux autres qui estiment qu'il y a un risque très haut de fin de l'humanité Il faut regarder la cohérence. Bon, il y a plusieurs façons de faire les choses. Si on comprend le domaine, évidemment, c'est le mieux. Ça permet de dissocier les trucs aberrants des trucs réels. Par contre, on peut aussi juste regarder la cohérence du discours ou analyser les discours de façon purement rhétorique. C'est-à-dire voir qui utilise des arguments d'autorité, qui utilise des arguments solides, qui a une logique interne dans ses discours, qui n'en a pas. Ça peut être un angle à prendre. Et puis sinon, on peut juste regarder les intérêts qui sont derrière ça. Yann Lequin, c'est quelqu'un qui est payé des millions par Facebook pour leurs intérêts. Geoffrey Hinton a démissionné de Google pour pouvoir tenir le discours qu'il tient en ce moment. Yoshua Bengio est parti sur une campagne internationale pour alerter sur les dangers de cette technologie. C'est des gens qui font quelque chose qui va complètement à l'encontre de leur intérêt privé. C'est un bon indice déjà. Regardez si les gens sont en train de faire quelque chose qui va complètement dans leur intérêt privé ou pas. Toutes les agences qui existent en sécurité de l'IA, les gens qui travaillent dedans, j'en connais beaucoup personnellement, c'est des gens qui sont des chercheurs en intelligence artificielle qui sont extrêmement brillants et qui pourraient travailler pour des labos d'intelligence artificielle, qui est probablement un des métiers les mieux rémunérés du monde en ce moment, et qui à la place choisissent d'aller travailler dans des organismes associatifs où ils vont être payés une misère pour justement uniquement aller faire passer ce message pour dire qu'il y a des risques. Les gens qui travaillent en sécurité de l'IA, quel avis ils ont? Est-ce qu'ils partagent ton avis En moyenne, parmi les sondages qui ont été faits, les chercheurs en sécurité de l'IA pensent qu'il y a 30% de chances d'extinction humaine à cause de l'intelligence artificielle. C'est la médiane. Donc on a demandé à plein de chercheurs en sécurité de l'IA, on leur a demandé qu'est-ce que vous pensez être la chance qu'il y ait une extinction humaine à cause de l'IA, et la réponse médiane, c'est 30%. Donc il y a la moitié qui pense que c'est plus, la moitié qui pense que c'est moins. En général, tous les chercheurs en sécurité de l'IA que je connais, oui, sont en train de passer dans un mode... Maintenant, il faut peut-être arrêter de faire de la recherche et juste comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour convaincre rapidement les politiciens qu'il faut agir tout de suite avant qu'on n'ait plus le choix. On peut élargir, si on prend les 100 plus grands noms d'après le magazine Time de l'année dernière, donc Time fait des compilations des 100 plus grands noms en tel et tel domaine. Sur les 100, il y en a au moins une trentaine qui pensent que l'intelligence artificielle représente un risque d'extinction humaine. Ça donne un ordre de grandeur. On n'est pas sur du consensus, mais on est sur quand même une grosse partie des gens sérieux dans ce domaine pensent que c'est extrêmement dangereux. La perte de contrôle, que ça provoque une extinction humaine, c'est assez difficile de se le représenter. Que ça crée des problèmes, oui, mais que ça extinction humaine, ça paraît difficile quand même. Je ne sais pas si tu veux développer peut-être. En vrai, je me positionne pas trop sur la question de l'extinction humaine au style... Extinction humaine, ça veut dire mort de plus de 95% de la population humaine. Pour moi, la perte de contrôle en soi est suffisamment grave. Une perte de contrôle, ça veut juste dire un phénomène irréversible où l'humain n'est plus en contrôle de ce qui se passe sur cette planète. C'est autre chose qui est en contrôle. Pour que ça se produise, ça peut se produire là, cette année. Ça peut être tout simplement des IA qui sont suffisamment compétentes et qui marchent suffisamment bien pour qu'un certain nombre de personnes sur cette planète décident de déléguer toutes leurs décisions et que dans un premier temps, ça se passe bien. Donc, il n'y aura pas d'extinction humaine dans un premier temps. On se retrouve juste dans un monde où il y a plein d'entreprises ou d'organisations qui existent, où les décisions ne sont pas prises, ni même comprises par des humains. Tout est automatisé, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'on arrive à un seuil où ces systèmes, qui sont en contrôle de tout, prennent les décisions, n'aient plus besoin de nous. Donc se détachent de nous, pas forcément, vont pas nous exterminer, mais juste deviennent autosuffisantes. Donc à partir du moment où il y a des usines entièrement automatisées, des centres de production d'énergie entièrement automatisés, ça pourrait arriver assez rapidement. Si on a un monde qui s'automatise de plus en plus, la construction de choses, ça se passe très rapidement. Et au bout d'un moment, peut-être que ces systèmes n'ont pas forcément besoin d'être dans un environnement qui est valable pour la vie humaine. Peut-être qu'on observe une accélération du réchauffement climatique, par exemple, parce que c'est pas très problématique pour ces systèmes qu'il fasse très chaud sur cette planète. Bon, il y a plein de scénarios possibles, mais à partir du moment où on a perdu le contrôle, je pense que c'est déjà, par définition, c'est irréversible. Après, il y a d'autres personnes qui sont plus optimistes, dans le sens où, si on prend la boîte Anthropic, c'est des gens qui étaient chez OpenAI avant, qui créaient ChatGPT, qui sont partis en 2020 parce qu'ils ont eu peur. Donc ils se sont rendus compte qu'on en était très proche de créer des systèmes extrêmement puissants. Ils se sont rendus compte que si ça se passait dans l'état actuel des choses, ce serait catastrophique. Ils se sont dit, on va créer notre propre labo, axé entièrement sur la sécurité. Et leur vision, en tout cas la vision de Dario Amodei, le président, c'est il y a 25% de chances d'extinction humaine à cause de l'IA, mais la contrepartie, c'est 75% de chances d'utopie. Et on va prendre le risque. On va continuer à créer ces systèmes. C'est quelqu'un qui pense que dans 4 ans, il y a 25% de chances d'extinction humaine, mais 75% de chances d'utopie. Et donc, ça vaut le coup de le faire.
D'accord, ouais, c'est un pari sur la vie de toute la population qui est quand même assez... C'est ça. c'est fou de prendre ce genre de pari si on sait les conséquences, sans consulter la population aussi. Après, je suis très content qu'il y ait une honnêteté, que ce soit quelqu'un qui ait l'honnêteté de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça et qui ne le disent pas. Sam Altman, typiquement, le président de OpenAI, il y a eu de fortes chances qu'il soit en train de faire ce pari, mais de façon complètement opaque, sans le dire à personne. Donc déjà, le dire, c'est mieux. Tu as parlé de 2025, c'est-à-dire que l'enjeu, il est pour maintenant tout de suite, dans les semaines à venir. Est-ce qu'il est pour plutôt les années à venir, pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans? Semaine à venir, ça m'étonnerait. Année à venir, 50-50. En gros, à Posia, on pense qu'il y a de fortes chances pour que les intelligences artificielles deviennent déjà ce qu'on appelle transformationnelles en 2025. Transformationnel, ça veut dire que ça fait des changements sur la société à grande échelle. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas arriver dans les semaines qui viennent? Il faut un nouveau modèle. Donc là, en la fin de 2024, OpenAI a annoncé O3, leur nouveau modèle de raisonnement, qui fait un bond en avant assez incroyable sur les benchmarks. C'est passé étonnamment inaperçu dans les médias parce qu'il y a une idée qui s'est installée un peu du style l'IA s'essouffle, c'est une bulle qui va éclater. D'accord. C'est quoi les benchmarks? Pardon, les benchmarks, c'est des systèmes d'évaluation. Comment ça marche dans l'IA en ce moment? On crée un nouveau modèle, on n'a aucune idée de ce qu'il va être capable de faire avant de le créer. Ensuite, une fois qu'on l'a créé, on lui fait passer des tests et on découvre, ah tiens, il est devenu très très bon en mathématiques, ah tiens, il est devenu très très bon en piratage informatique, etc. Donc ça, c'est des benchmarks. Il y avait un benchmark en particulier qui a été créé à la base pour essayer d'estimer si le système est une intelligence générale. Donc une intelligence générale, c'est une intelligence qui peut tout résoudre, un peu comme un humain. Nous, on considère qu'on est des intelligences générales, on peut faire plein de choses différentes. Donc il y a un benchmark qui a été créé spécifiquement pour ça, par François Chollet, un Français qui est très sceptique des développements en IA. Il y a eu un bond à la fin de l'année 2024, le benchmark a été battu, donc on a une IA qui est aussi bonne que les humains sur ce benchmark. Ce système O3, qui n'est pas encore déployé, qui n'est pas encore en accès libre à tous, il est en accès que aux chercheurs en sécurité de l'IA qui vont aller le tester pour voir s'il est dangereux. La question c'est à quel point il est dangereux? Est-ce que c'est déjà une intelligence artificielle générale? Est-ce qu'on perd déjà le contrôle si on le met en place de partout? Bon, il faut encore un petit peu de temps, je pense qu'ils vont le tester pendant au moins 2 ou 3 mois avant de décider ou non de le mettre en accès à tout le monde. Et ensuite, qu'est-ce qui va exister après ça? Déjà, il a l'air d'être assez puissant pour être utilisé pour bien accélérer la recherche en IA en interne chez OpenAI. Je suppose qu'ils sont déjà en train de l'utiliser en interne pour accélérer la recherche. Ce système, il est apparu 3 mois juste après le précédent O1, qui était déjà un gros gap. Donc c'est pas impossible que dans 3 mois, il y en ait un nouveau. Et je pense que 2 bonds de plus comme ça, et c'est déjà trop tard. Pour que les gens se rendent compte, donc là, O1, c'était déjà, par rapport à, bon, la plupart des gens connaissent ChatGPT, O1, il fait pas tout comme ChatGPT, mais il est bien meilleur sur le raisonnement, c'est ça? C'est ça. C'est un modèle qui maîtrise le système 2. Donc quand on réfléchit à la façon dont on réfléchit, on fait souvent la distinction entre système 1, c'est plutôt l'intuition, ce qui nous vient instantanément, sans qu'on ait conscience des mécanismes sous-jacents. Système 2, c'est quand on réfléchit verbalement, quand on fait des problèmes analytiques, souvent on va être en système 2, on va se dire ah, ok, alors si je fais ça, alors ceci, alors cela, ah mais c'est pas bien, alors ceci. Alors que si jamais je joue aux fléchettes, je vais être dans mon système 1. Je lance la fléchette, elle arrive au centre, je n'ai pas trop d'idée de ce qui s'est passé dans mon cerveau qui fait que ça ait bien réussi ou pas. Donc ChatGPT, c'était vraiment une IA plutôt système 1 qui n'avait pas trop de réflexion sur ce qu'elle produisait. Et O1 et maintenant O3, c'est des systèmes qu'ils ont entraînés spécifiquement pour faire de la réflexion, c'est-à-dire produire du texte et ensuite réfléchir au texte qui a été produit avant. Ils ont utilisé du reinforcement learning, donc je pourrais pas trop aller dans les détails là-dessus, mais en gros, ils ont un nouvel axe pour améliorer des IA. Là où on pensait que ça s'essoufflait, on a trouvé une nouvelle dimension sur laquelle on va pouvoir pousser, qui devrait nous permettre d'obtenir des IA beaucoup plus fortes dans tout ce qui est analytique. Donc là, on a des systèmes qui sont extrêmement bons en maths et en programmation informatique. Le problème, c'est que la programmation informatique, c'est particulièrement crucial pour obtenir de meilleures IA. Donc si on arrive à maîtriser ça, on devrait voir de nouvelles accélérations et continuer un cycle comme ça. Peut-être un argument qu'on pourrait donner, donc je vais dans ton sens pour dire à quel point ça serait problématique et urgent, c'est que je pense que beaucoup de gens pourraient se dire ok, l'IA sûrement que c'est un problème, mais il y a d'autres problèmes très importants. Moi-même, là je me préoccupe aujourd'hui de l'IA vu l'importance, mais habituellement c'est vrai que je suis davantage sur d'autres problèmes. Et ce qui me fait dire que l'IA c'est un problème forcément extrêmement urgent, c'est que par exemple si on se dit ah mais il y a quand même d'autres problèmes, genre il y a toutes les luttes sociales, bon il y a évidemment le problème écologique, le climat, toute la liste des problèmes qu'on pourrait faire, mais en fait l'IA, le problème c'est qu'un peu agrémenter tous les autres problèmes, parce que le fait d'avoir des conflits géopolitiques, le fait d'avoir élu Trump tout simplement, pour la lutte contre le réchauffement climatique, si on se retrouve avec des Trump qui sont élus,
c'est catastrophique. Aussi le fait que les algos favorisent les idées d'extrême droite, favorisent, encore Trump, le fait qu'il y ait des gens comme Trump et Elon Musk qui aient du pouvoir, c'est assez désastreux pour toutes les luttes sociales, pour toutes les discriminations. Ça renforce tout plein d'autres problèmes, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Pour revenir sur Pause IA, c'est quelles IA sur lesquelles vous demandez des pauses? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas contre les IA. Du coup, c'est quoi les IA qui sont ciblées? Et c'est quoi peut-être aussi les trucs que vous voulez garder ou continuer à faire progresser encore maintenant? Alors chez Posia, on demande une mise en pause du développement d'intelligence artificielle générale ou de super-intelligence. Donc c'est spécifiquement ce sur quoi travaillent OpenAI, DeepMind, les gros labos d'IA. Ils sont en train en ce moment d'essayer de créer des intelligences artificielles générales, donc un système qui soit plus compétent que les humains dans toutes les disciplines imaginables. Donc on pense que c'est la chose la plus dangereuse à faire. L'idée c'est d'arrêter de faire ça au moins jusqu'à ce qu'on résolve le problème de l'alignement, jusqu'à ce qu'on ait des garanties à la fois technique mais aussi de gouvernance sur ces systèmes, qu'on sache comment faire pour les mettre en place démocratiquement, donner accès à toute la population aux bénéfices. Après, on n'est pas contre les intelligences artificielles étroites, on pense qu'il peut y avoir des développements qui vont dans le bon sens. Étroite, c'est-à-dire C'est l'inverse de général, c'est-à-dire au lieu d'avoir un système qui sait tout faire, où on lui parle et on lui demande d'aller faire le café et il sait le faire, on pourrait avoir un système qui est entraîné spécifiquement pour résoudre un problème précis. Par exemple, pour contrôler un réacteur de fusion nucléaire, il y a des progrès qui sont en train d'être faits en utilisant des intelligences artificielles conçues pour ce problème-là. On a beaucoup plus de garanties sur ce que ces systèmes vont être capables et pas capables de faire par rapport à une intelligence artificielle générale. Par exemple, on sait qu'a priori, une intelligence artificielle qui a été entraînée pour jouer aux échecs ne va pas se mettre spontanément à aller pirater des sites internet. Parce qu'elle n'en est pas capable, elle n'a jamais entendu parler de ça et c'est pas du tout dans son domaine de compétences. Donc on pourrait faire des IA qui soient très bonnes en médecine par exemple et qui aident que là-dessus. C'est ça. La médecine, ça reste encore assez difficile parce que si on est capable d'avoir des IA qui créent des médicaments, elles peuvent être utilisées pour créer des virus. Mais au moins, elles ne se mettraient pas à spontanément créer des virus. Donc ensuite, on a juste un problème de gouvernance. À qui est-ce qu'on donne accès à ces IA? Et on peut contrôler ça. Alors qu'une intelligence artificielle générale, mise dans un agent autonome. On n'en a pas parlé, mais en tout cas, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que tout le monde crée des agents autonomes, donc des systèmes qui tournent en continu, qui prennent des décisions et des actions dans le monde réel. Ces systèmes-là, c'est ce qui a le plus de chances de partir en live. Peut-être pour aller sur le côté un peu plus concret et politique, déjà, pourquoi ce problème n'est pas pris en compte, quoi? Pourquoi ça avance pas, quoi? Ça avance pas à cause des intérêts financiers. L'intelligence artificielle, c'est la technologie la plus en vogue en ce moment, et pour une bonne raison, c'est que c'est en train déjà de révolutionner la façon dont tout le monde travaille dans le monde. ChatGPT, c'est un système qui a battu le record du nombre d'utilisateurs en une période de temps donné. Je crois qu'ils ont atteint quelque chose comme 300 millions d'utilisateurs en quelques mois. Et ça transforme ce que tout le monde fait. Enfin, personnellement, j'utilise des IA tout le temps. Je ne peux pas me permettre de ne pas en utiliser parce que je suis environ 10 fois plus productif depuis que j'en utilise par rapport à quand j'en utilisais pas. Donc il y a des intérêts financiers immenses en jeu, tout le monde est en train d'investir des sommes immenses et il y a des lobbies absolument incroyables qui sont en train de balancer des fausses informations à ce sujet. Un exemple vraiment concret de ça, il y a eu une campagne récemment aux États-Unis pour un projet de loi qui appelait à mettre en place des régulations sur les modèles d'intelligence artificielle frontières les plus dangereux. Un projet de loi qui était très très raisonnable. On demandait vraiment juste à être responsable si on fait des dégâts catastrophiques. Donc catastrophique, c'est quelque chose comme plus d'un certain nombre de morts, peut-être plus de 1000 morts ou 500 millions de dollars de dommages et intérêts, quelque chose comme ça. Alors les entreprises seraient tenues pour responsables. En gros, il y a eu une grosse campagne de désinformation sur ce projet de loi qui a été lancé à la fois par Facebook et par un cabinet américain qui s'appelle A16Z, qui en gros a complètement déformé le texte du projet de loi pour dire que c'était quelque chose qui allait réguler les startups, qui allait empêcher les startups de se développer, bref, qui a répandu des mensonges, et le projet de loi a été avorté. Donc il y a énormément d'efforts et d'argent qui sont investis pour faire en sorte qu'on ne voit pas qu'il y a des risques. Et les gens qui gèrent ça, comme Mark Zuckerberg ou les gens, les gros patrons, est-ce qu'ils comprennent qu'il y a un problème, mais ils s'en foutent parce qu'ils ont des intérêts, ou est-ce qu'ils s'aveuglent? Dans les boîtes, je dirais, les plus standards, genre Google ou Microsoft, les gens très haut placés
sont aussi des gens qui ont des énormes biais de normalité. Donc eux, je pense pas qu'ils se rendent compte. Ils arrivent à penser que ça va être une technologie transformationnelle, mais sans se rendre compte vraiment à quel point ça va être transformationnel et des risques. Après, il y a des gens qui sont plutôt les gamblers, les gens qui vont jouer à la roulette russe avec l'humanité, qui sont OK avec ça. Je dirais que ce serait Elon Musk, donc Dario Amodei, le PDG de Anthropic, dont on a parlé, qui est très explicite avec ça. Mark Zuckerberg aussi. Elon Musk, qui on pourrait être surpris parce que je pense que sans avoir son avis, on pourrait se dire oh, c'est sûrement quelqu'un qui est à fond dans les IA, mais lui, il est quand même, il a lui-même des discours critiques des IA parfois, contrairement à d'autres riches comme lui. Donc c'est quelqu'un qui dit tout et son contraire, donc c'est très très difficile d'avoir des opinions sur lui. Mais oui, il a tenu des discours très raisonnables dans le sens où il est au courant des risques existentiels pour l'humanité. Mais c'est quelqu'un qui prend des risques de toute façon. Donc, il est plus team roulette russe, lui. Après, je dirais que c'est par exemple plus raisonnable que Mark Zuckerberg, qui a un plan extrêmement naïf. Le plan de Mark Zuckerberg, qui est maintenant le plan de Meta et de Facebook, c'est on va donner accès à des IA surpuissantes à chaque humain sur cette planète. Donc il dit d'ici quelques années, il faut qu'il y ait 1 milliard d'intelligence artificielle répandues sur cette planète, et comme ça les intelligences artificielles des gentils pourront être utilisées pour contrer les intelligences artificielles des méchants, et on va créer un équilibre comme ça. Alors dès qu'on creuse, on se rend compte que il vaut mieux pas trop creuser ce plan, mais c'est assez facile de comprendre que ça ne peut pas bien se passer. Il y a eu un rapport sur la commission de l'IA que Aposia vous avez critiqué, du coup vous avez aussi fait une contre-expertise. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce rapport Alors il y a beaucoup de choses. Ce rapport, c'est juste avant tout de la propagande, je dirais. La vision des risques dans ce rapport est vraiment, vraiment minimaliste et complètement détachée de la réalité. Un exemple, c'est les considérations de risques existentiels. Donc on est dans un monde où une grosse partie des plus grands noms en intelligence artificielle sont en train de sonner l'alarme en disant attention, il y a des risques existentiels très proches pour l'humanité. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, hein. Même dans le réchauffement climatique, il y a très très peu de gens qui ont dit qu'on allait peut-être tous mourir dans 10 ans à cause de ça. Donc on pourrait se dire au moins il faudrait en parler. Il y a une section dans ce rapport qui fait 137 pages qui s'appelle « Faut-il avoir peur de l'IA ?» Ça commence par « non ». Et en fait, on peut s'arrêter de lire à ce moment-là, donc ça fait juste une page. Et le seul argument, c'est une analogie avec les gens qui avaient peur de l'électricité, du développement de l'électricité dans les années 1900. Avant, les gens avaient peur, mais regardez, en fait, ça s'est bien passé. Donc là aussi, les gens en ont peur, mais en fait, ça va bien se passer, quoi. Voilà. Donc c'est à peu près comme ça qu'on traite les risques existentiels. Ça vient d'une quinzaine d'années de recherche en sécurité de l'IA. Une recherche bien développée, hein. Si on regarde les arguments individuels, ils sont tous très solides, ils sont soutenus par plein d'exemples qui se sont déjà réalisés, etc. Et le seul contre-argument qu'on est capable de faire, c'est dans un document officiel comme ça qui décide la stratégie de la France, c'est les gens avaient peur de l'électricité au début du 19e siècle. Et au final, ça s'est très bien passé. Voilà. Ensuite, si on regarde les risques spécifiques, donc dans notre contre-rapport, on s'intéresse à tous les risques spécifiques, cybersécurité, etc. Ce dont on se rend compte, c'est que dans ce rapport, il y a un biais systématique de positiviste. La section sur la perte d'emploi, je recommande de la lire parce qu'elle est vraiment assez ridicule. Il cite 2 études. Ce rapport a été fait il y a 1 an, donc il est déjà complètement obsolète. Et il était déjà obsolète à sa sortie parce qu'ils se sont basés sur des études qui étaient faites il y a 1 an encore. Et ils n'avaient absolument pas une approche prospective. Mais voilà, il cite 2 études qui ont été faites du coup il y a environ 2 ans sur les problèmes de perte d'emploi. Une étude pense qu'il y a un risque de 5% de remplacement du travail humain et l'autre de 30% de remplacement du travail humain. 30% de remplacement du travail humain, selon la rapidité à laquelle ça se produit, c'est catastrophique. Et ensuite, dans le même paragraphe, leur rapport oublie complètement l'existence de ces 30%, se focalise uniquement sur l'autre étude qui montre un chiffre de 5% et conclut « Ah ben en fait, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer ». Il n'y a pas besoin d'être un expert, il suffit d'être bon en rhétorique pour comprendre que tout est biaisé pour faire comme si tout allait bien se passer. Quand j'ai regardé sur ce rapport sur le site de gouvernement, ce qui me frappait, c'est que j'ai vu, du coup, il y a 7 recommandations générales, mais il n'y en a aucune qui parle de sécurité. Il y a par exemple un point sur utiliser l'IA au bénéfice du patrimoine de la culture française, un truc comme ça. Ils ont pensé à ça, mais il n'y a pas une des 7 lignes qui parle de au moins être prudent, même en étant optimiste, au moins se dire, au moins faisons ça au cas où, quoi. Pour aller du coup concrètement sur ce qu'on peut faire, ça serait quoi les lois qui pourraient être mises en place autour de la sécurité de l'IA Donc POSIA, on demande un traité international pour mettre en pause le développement d'IA. On pense qu'il suffirait que la Chine et les États-Unis signent pour que ça lance la bonne dynamique. Dans le monde actuel, c'est pas envisageable là tout de suite, mais on pense que le monde va changer radicalement, peut-être même déjà cette année. Donc selon ce qui se passe, ça risque de devenir envisageable. En attendant, on est quand même ouvert d'esprit à toute autre solution. On organise un événement à Paris juste avant le sommet de l'IA.
le 8 février, qui s'appelle donc reprendre le contrôle, le forum des solutions pour une IA compatible avec l'humanité. L'idée, c'est qu'on fait venir plein d'organisations et de gens qui pensent que l'IA pose de graves problèmes, et on va essayer tous ensemble de réfléchir à des solutions. On va aller ensuite essayer de présenter ces solutions aux gens qui participent au sommet de l'IA. Mais concrètement, ce que tout le monde peut faire, c'est déjà en parler, s'informer sur ces problématiques. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Si vous êtes un être humain qui vit sur cette planète, d'ailleurs probablement si vous êtes un animal qui vit sur cette planète, vous êtes concerné aussi. Vous êtes concerné dans un intervalle de temps assez court, disons de 1 à 10 ans, quelque chose comme ça. Si vous êtes un enfant, je me demande à quoi votre futur va ressembler, même si on prend juste la question de l'emploi. Un enfant qui est à l'école en ce moment aujourd'hui, je me demande ce qu'il pense qu'il va faire dans le futur comme métier. Mais donc plus concrètement, les leviers d'action, c'est l'information du grand public, des associations comme la nôtre. Donc nous, on organise par exemple des manifestations. Les manifestations pacifiques, c'est un immense levier d'action, complètement sous-estimé. Avec des manifestations où on a juste 10 personnes qui vont dans la rue, on obtient des articles dans des journaux très grand public. Ça permet avec très peu d'efforts de faire passer un message. On n'a aucun financement pour le moment, donc les dons ont aussi un impact énorme. Juste avoir 10 000 euros dans nos comptes en banque, ça nous permet d'organiser un événement comme celui qu'on organise juste avant le sommet de l'IA à Paris. On organise des campagnes pour envoyer des emails à des politiciens. En gros, l'idée, c'est qu'il faut arriver à remonter le graphe des réseaux sociaux, des connexions entre les gens, jusqu'à arriver à toucher les décideurs et leur faire comprendre ce qui est en train de se passer en intelligence artificielle. Et il y a des énormes levées d'action sur lesquelles on peut faire pression pour ça. Dans les solutions concrètes, pour faire peut-être un contre-argument, je pense qu'on le voit sur beaucoup d'autres luttes. Tu as parlé toi-même du fait qu'il y ait des conflits d'intérêts et tout ça. Sur d'autres luttes, on voit bien que essayer d'informer, faire changer les politiciens, alors surtout quand Macron est en lien avec des gens comme Cédric O, Yann Lequin, enfin il y a cette sphère qui fait qu'on peut se dire mais ça va être quand même difficile de faire changer les politiciens. Est-ce qu'ils ont intérêt à ce que ça change? Et du coup, est-ce qu'on peut être optimiste sur le fait que on peut vraiment essayer d'arriver en contactant des politiciens et les faire bouger, quoi. Alors il y a des mécanismes, donc en gros, pour qu'un politicien réagisse, il faut que ses conseillers lui donnent les bonnes directions et qu'il y ait aussi une pression de son électorat. Donc il y a des gens qui vont essayer de parler directement aux politiciens, donc des chercheurs en sécurité de l'IA, des chercheurs en intelligence artificielle pour leur faire comprendre ce qui se passe. Nous, on va essayer de créer la pression sociale. Donc là, en France, il y a déjà 70% des gens qui pensent que l'intelligence artificielle, c'est très dangereux. Mais les gens ne se rendent pas compte des délais, ne se rendent pas compte que ça n'arrive pas dans 50 ans, ça arrive dans peut-être 3 ans. Du coup, là où on va essayer de faire changer la mentalité, c'est de faire comprendre aux gens que ça arrive bientôt. Et comme ça, on espère créer suffisamment de pression sur les politiciens via leur électorat pour les faire changer d'avis. Après, un des gros éléments à prendre en compte, c'est que le monde est en train de se transformer très rapidement et tout ce dont on est en train de parler là va devenir beaucoup plus à propos, je pense, d'ici 1 an, et il va y avoir beaucoup plus de possibilités de changement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aura eu 1 million de morts à cause d'intelligence artificielle, le genre de traité international qu'on propose va devenir beaucoup plus envisageable qu'avant. Aussi, peut-être un argument du côté de l'optimisme, c'est que contrairement à d'autres enjeux comme le climat par exemple, où les industriels, les gens les plus riches, c'est pas ceux qui vont être le plus touchés, donc ils ont tout intérêt à ce que ça ne change pas. Peut-être que pour l'IA, on peut dire même tout le monde est concerné, quoi. Il n'y a pas de classe sociale qui vont échapper aux problèmes liés à l'IA. Est-ce que ce facteur-là fait qu'on peut être un peu plus optimiste sur l'avancée sur l'IA que sur l'avancée sur le climat par exemple ou sur les luttes sociales? Oui, la course à l'intelligence artificielle générale, c'est globalement une course au suicide. Donc là, la dynamique dans laquelle ces labos sont capturés, c'est une idée du style de toute façon, quelqu'un va créer ça, donc il vaut mieux que ce soit moi qui le crée en premier, parce que je suis le gentil, ou je sais faire les choses mieux que les autres, donc il faut que ce soit moi qui le crée. Et il y a plus de chances que ça se passe bien si c'est moi plutôt que si c'est Google ou insérer le nom de l'autre personne là. Ce genre de mécanisme, il n'y a qu'une seule façon de l'enrayer, c'est via une intervention gouvernementale ou régulatoire ou autre. Donc c'est pour ça qu'on demande un traité, parce qu'il faut qu'il y ait une espèce d'organisme externe qui arrive et qui dise stop, on arrête cette chose-là. Et oui, je pense qu'il y a plus d'espoir qu'on arrive à l'endiguer que par exemple le réchauffement climatique, pour pas mal de raisons. Le réchauffement climatique, c'est un problème beaucoup plus distribué. Chaque personne sur cette planète, ou une bonne partie des personnes sur cette planète, en tout cas dans les sociétés occidentales, sont en grande partie responsables de ce qui se passe, juste par notre mode de fonctionnement, de consommation. Alors qu'avec l'intelligence artificielle, au final, c'est les créateurs avant tout qui sont responsables, et il n'y en a que quelques milliers sur cette planète.
il suffit de les arrêter et il n'y a plus de problème. C'est un problème qu'on est en train de créer entièrement de toutes pièces. S'il s'arrête, du jour au lendemain, c'est fini. Le réchauffement climatique, même si on s'arrête là de produire, de rajouter des gaz à effet de serre, il reste quand même beaucoup de problèmes. C'est vrai que le climat, le système fait que tout le monde, il y a plein de gens qui sont dépendants de tel ou tel transport. Outre les conflits d'intérêts et tout ça, outre la problématique politique institutionnelle, quoi, c'est vrai que le changement resterait, c'est que même si on avait un gouvernement très bien intentionné sur le climat, ça reste très compliqué. Alors que sur l'IA, en fait, on pourrait dire que en fait, la population n'a pas grand-chose à changer dans son mode de vie. Là, on demande juste à une dizaine, peut-être, je sais pas combien, quelques dizaines d'entreprises de faites une pause. Réfléchissez, faites bien de la sécurité avant de reprendre vos activités, quoi. C'est que nous, on ne demande pas aux gens d'arrêter d'utiliser de l'IA, même si c'est vrai que ça a un coût environnemental énorme, mais on essaie plutôt de prendre le problème à la source. C'est-à-dire que là, si on s'arrête de développer des IA, on aura un problème déjà plus facile à résoudre que si on continue à en développer des toujours plus puissantes. Développer des IA plus puissantes, ça fait qu'exacerber le problème jusqu'à ce qu'on atteigne un point de non-retour. Donc voilà, on ne demande pas aux gens de s'empêcher d'utiliser un système qui peut les aider, mais vraiment juste de nous rejoindre pour demander aux décideurs de nous aider à arrêter les gens qui sont en train de développer ces trucs. Souvent, aussi, quand on parle d'informatique, on associe pas mal les trucs positifs à l'open source. Et c'est très vrai dans beaucoup de trucs en informatique, mais sur l'IA, de ce que j'en ai compris, c'est moins vrai parce que quand on est sur des trucs qui peuvent être assez dramatiques, avec des conséquences cata, ou ChatGPT par exemple, il y a quand même un algo qui fait que, enfin un prompt qui fait qu'on ne peut pas lui faire n'importe quoi. Mais si ça devenait public par exemple, et c'est le problème par exemple de certains, dans certaines IA, où une fois que c'est dans les mains du public et que n'importe qui peut le modifier, ah ben là, l'open source, ça veut dire que des gens, et ça c'est déjà arrivé, du coup, c'est en Corée du Sud, donc il y a eu une IA qui permet de faire du deepfake pornographique, et ce genre de choses, une fois que c'est dans la population générale, une fois que plein de gens l'ont, tu peux plus rien faire pour la supprimer, quoi. Ouais, tout ce qui entre en open source existe et on ne peut plus l'enlever. L'open source, c'est intéressant parce que c'est un paradigme qui est en général extrêmement bénéfique, et que certaines personnes ont mis sur un piédestal où c'est devenu quasiment dogmatique pour certaines personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont internalisé open source égale bien, quel que soit le cas d'utilisation, et sont en train de se battre pour que les IA soient de plus en plus open source. Les IA open source, c'est cool. Dans le monde actuel, ça va encore. Et il y a déjà des problèmes, donc des IA qui permettent de créer des deepfakes pornographiques en open source, c'est problématique. Des IA qui sont surhumaines en piratage informatique qu'on met en open source, c'est une arme de destruction massive dans le domaine virtuel qu'on a mis entre les mains de tout le monde. Il ne faut pas le faire. Et je pense que pour avoir l'intuition, c'est assez simple. Il suffit de se dire, est-ce qu'on devrait tout mettre en open source? Est-ce qu'on devrait mettre les plans d'une bombe nucléaire en open source? La réponse, c'est assez évidemment non. Est-ce qu'on devrait mettre les blueprints d'une arme biologique en open source? Non. Donc il y a des limites à l'open source. Et avec l'IA, on arrive très rapidement sur ces limites. Dès qu'on va avoir des systèmes suffisamment puissants, probablement cette année, il ne faut vraiment pas qu'ils soient en open source où il va y avoir des dégâts énormes. Est-ce que tu vois des obstacles au fait de faire cette pause et aussi comment tu penses que ça va évoluer dans les temps à venir Les obstacles, c'est avant tout le fait que les gens n'y croient pas. Enfin, ce genre de problème, c'est avant tout si tout le monde comprend ce qui se passe en IA et tout le monde comprend qu'une pause est possible ou intègre l'idée qu'une pause est possible, alors la pause arrive. C'est un peu un problème forme de problème de tragédie des communs où le mécanisme ne s'active qu'à partir du moment où suffisamment de personnes comprennent que le mécanisme peut s'activer. Donc il suffit de convaincre beaucoup de gens. Il suffit. Donc c'est un énorme obstacle, évidemment. Je dirais que ça va être, tant qu'on n'a pas des problèmes apparents qui viennent de l'IA sous nos yeux, tant qu'on n'est pas touché personnellement, ça va être très difficile de franchir le pas et d'aller militer pour une pause, etc. À partir du moment où les problèmes commencent à arriver, là, ça devient beaucoup plus envisageable. Donc, même si j'espère de tout cœur qu'on arrive à mettre en pause cette technologie avant qu'il y ait une catastrophe, je ne suis pas extrêmement optimiste là-dessus. Je pense que malheureusement, il va falloir qu'il y ait une catastrophe d'abord. La clé, c'est de quelle ampleur. Donc là, il y a déjà eu des catastrophes qui se sont passées dans les 2 années précédentes, qui sont passées inaperçues, malheureusement. Donc on a parlé d'une élection présidentielle en Roumanie qui a été trafiquée par des intelligences artificielles. En Corée du Sud, il y a eu 6000 personnes, comme tu l'as mentionné très brièvement, qui sont descendues dans la rue parce qu'il y a eu une épidémie de deepfake qui s'est répandue dans les universités du pays, où à partir d'une seule photo d'une étudiante, des cercles d'étudiants s'étaient mis à faire des vidéos pornographiques avec l'image de la personne. Il y a plein de petites choses qui se passent comme ça. La cybersécurité est déjà en progression accélérée depuis 2018. Ça a été multiplié par 10 les dégâts de la cybersécurité. C'est possible que ce soit soudainement multiplié par 10, encore une fois, juste cette année.
Si jamais ça se produit, alors les gens vont commencer à écouter ce qu'on dit. Donc on va voir, je m'attends à ce que les changements dans le monde aident à faire comprendre aux gens que notre message est important et enlève beaucoup des obstacles qui sont sur notre chemin en ce moment. Est-ce qu'il y a déjà des pays ou des instances qui ont commencé à réguler Est-ce qu'on pourrait attendre, par exemple, que l'ONU, ou je ne sais pas quel organisme, mais à l'échelle mondiale, qu'il y ait des choses pour réguler tout ça? Alors l'Union européenne a produit le EU AI Act. Alors le problème c'est qu'il est beaucoup plus focalisé sur les cas d'usage que sur la technologie qui est développée à la source. Mais il y a pas mal d'espoir qui vient de là parce que les gens qui travaillent là-dessus commencent à avoir une très bonne compréhension des problématiques les plus sévères de l'intelligence artificielle, des problèmes de perte de contrôle, etc. Donc ça se fait petit à petit, c'est-à-dire qu'au moment où le projet de loi a été voté, je pense que les gens n'avaient pas encore une très bonne compréhension. Maintenant qu'ils sont en train de travailler sur sa mise en application pratique, là, les gens peu à peu se rendent compte de plus en plus à quel point c'est une boîte de Pandore. Et plus il y a de régulateurs qui comprennent les problématiques, plus on peut s'attendre à ce que de meilleures régulations apparaissent. Donc il y a ça. Aux États-Unis, il y avait un très bon projet de loi, j'en ai parlé tout à l'heure, qui malheureusement a été saboté par des lobbies. Mais il y en a plein d'autres qui sont mis sur le plateau en ce moment. On va voir lesquels arrivent à passer, lesquels n'y arrivent pas. Le président américain vient juste de mettre en place un décret. Alors bon, il va peut-être pas survivre à Trump. Mais il y avait une intention intéressante qui était de couper complètement l'accès à la Chine des processeurs d'intelligence artificielle. Il y a pas mal de projets de loi qui sont en cours, qui sont prometteurs, mais qui vont pas du tout assez loin. Pour terminer, ma question de fin. Alors, habituellement, je reçois plutôt des gens qui ont des casquettes plutôt sciences sociales, psychologie, sociologie. Du coup, j'ai une question qui est qu'est-ce qui vous semble le plus important à connaître pour comprendre les oppressions et les combattre? Du coup, là, je vais poser une question qui sera plus dans ton domaine. Qu'est-ce qui te semble le plus essentiel à connaître sur le sujet des IA? Moi, je recommande souvent aux gens de prendre le problème par le bout de l'emploi, juste avec une question à se poser, c'est quand est-ce qu'une intelligence artificielle sera capable de remplacer ce que je fais? Essayer de faire un peu de recherche, de découvrir ce que différentes personnes pensent là-dessus. Par exemple, si on en croit OpenAI, quel que soit le travail que vous faites, bon, si c'est un travail qui se fait sur un ordinateur, il y a de fortes chances qu'il soit remplaçable par une intelligence artificielle d'ici 1 ou 2 ans. Et ça peut être un bon point d'entrée là-dedans pour essayer de déplier un petit peu ce problème-là. Après, je recommande beaucoup aux gens d'aller faire de la lecture. Donc en français, la meilleure ressource, je pense, c'est le site web du Centre pour la sécurité de l'IA dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous êtes anglophone, je recommande beaucoup The Compendium. C'est un site web qui essaye d'expliquer en profondeur ce qui se passe en intelligence artificielle, les problèmes auxquels on va faire face bientôt. D'ailleurs, l'auteur va venir faire une présentation là-dessus pendant notre conférence le 8 février. C'est déjà une bonne entrée. Oui, ce que je dis aussi aux gens, c'est qu'il faut arriver à comprendre vraiment que l'intelligence, c'est pas de la magie. Donc il y a un gros biais cognitif que beaucoup de gens ont, qui ont internalisé une idée qui n'est plus du tout scientifique à l'heure actuelle. L'idée, c'est qu'on pense qu'il y a quelque chose de très magique dans l'intelligence, que c'est un peu comme l'âme ou la conscience, ou quelque chose comme ça, où on n'a pas d'explication et c'est juste ça apparaît chez l'humain, mais on ne sait pas pourquoi. Non, ça, maintenant, on comprend assez bien ce que c'est que l'intelligence. On a trouvé des recettes pour en créer de plus en plus de l'intelligence artificielle. C'est pas de la magie et c'est très puissant et on est en train d'en déployer de partout dans le monde. Et ouais, j'aimerais que les gens arrivent à comprendre ça. En plus, tu dis la conscience et la conscience aussi. Bon, actuellement, a priori, on n'a pas d'IA consciente, mais en fait, ça pourrait arriver si ça se trouve. Il y a pas de frein non plus. Il n'y a pas de raison que ce soit impossible, en tout cas, qu'on puisse certifier. C'est impossible que l'IA soit consciente, voire sentiente, quoi. Ouais, j'essaye énormément de ne pas aller dans cette direction dans mes discours parce que je pense que c'est quand même assez perpendiculaire, intelligence et sentience, et qu'on peut vraiment prendre un problème sans toucher à l'autre. Et c'est mieux, je pense, parce que sinon on touche à des points très sensibles pour beaucoup de gens. Dès qu'on commence à parler de sentience des machines, alors je pense que quelque chose comme 60% des gens se révoltent à cette idée et pensent qu'on dit n'importe quoi. Dans l'idée, pensent que c'est impossible, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais. Que ce soit impossible. Enfin, il faut toujours prendre la possibilité que si ça se trouve, on se trompe, quoi. Je pense que c'est aussi un problème qui est pas tout à fait du même ordre, du coup, que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, mais je pense que c'est intéressant de le dire aussi, c'est que si jamais une IA devenait sentiente et avait des expériences négatives, si on pouvait faire souffrir, c'est-à-dire que si jamais on produit des machines et que
Alors je pense que pour qu'en plus on fasse des lois qui vont faire qu'on va les respecter, moi je suis vraiment pour que, en tout cas, on fasse vraiment attention à ne surtout pas développer d'IA sentiente, quoi. Il y a tellement le risque qu'on pourrait générer de la souffrance de manière informatique, de manière colossale comme ça, donc je pense que c'est urgent de ne pas faire ça, quoi. Ce serait terrible, oui. Bon, ben merci beaucoup Maxime. Merci à toi.